Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, petite vidéo, je pourrais peut-être mettre hors série, mais non, je reste dans la continuité parce que je vais peut-être faire comme ça des vidéos pour vous donner des choses, des éléments, des informations, comme je l'avais fait un petit peu, d'ailleurs, c'est avec cette vidéo sur la construction, on va dire, de ce nouvel ordre mondial, théorique par rapport à ce fameux document, mais je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça pour vous donner des éléments plus pour votre culture générale, pour mieux comprendre parfois ce dont on parle dans ces vidéos par rapport à certains pays, à certaines personnalités, à certaines périodes de l'histoire, ou voire même de la géographie. Et c'est de la géographie dont je vais parler aujourd'hui parce que c'est l'un d'entre vous qui m'avait proposé, demandé de faire une vidéo sur la Californie. Et oui, cette fameuse Californie. Alors la Californie, qu'est-ce que c'est? Alors, si jamais vous ne savez pas ce que c'est que la Californie, là, vous êtes irrécupérable. La Californie, c'est sans doute l'État le plus connu au monde des États-Unis. Même celui qui est nul en géographie sait pertinemment que c'est un État qui se trouve à l'ouest des États-Unis, sur la côte pacifique. Mais la Californie, c'est aussi un État qui n'est pas négligeable aujourd'hui pour les États-Unis, et vous allez comprendre très très vite pourquoi. Alors, je vais essayer de faire de façon très succincte. Excusez-moi si je passe ou je fais l'impasse sur certains détails, etc. Parce que sinon, on va faire une vidéo de 2 heures, encore une fois. Et donc, c'est pas l'intention, c'est juste vous donner véritablement l'essentiel pour mieux comprendre aujourd'hui pourquoi la Californie pourquoi la Californie est un État. C'est compliqué parce que la Californie est féminin alors que État est masculin. Est un État plus ou moins important, et que lorsqu'on parle de ceux qui ont l'idée ou le projet ou l'ambition de faire de la Californie un État sécessionniste de l'Union, eh bien ça poserait évidemment un gros problème. Donc je vais vous donner un ensemble de petites d'informations. Donc la Californie. Alors déjà la Californie, c'est d'où vient la Californie? Bon, la Californie, c'est donc tout un grand territoire qui à l'origine a été découvert, on va dire, par les Espagnols. Californie, ça vient de Los Californias, qui est en fait le nom d'une île fictive, d'un roman qui s'appelle l'île fictive de la reine Calafia, qui vient donc d'une œuvre, d'un roman de fiction qui a été signé par García Rodríguez de Montalvo, qui s'appelle Las Sergas de Esplandián, c'est les aventures de Esplandián, qui est une série de romans sur des histoires des chevaleresques qui datent du XVIe siècle. Et donc, ce nom de Californie vient de là, Los Californias, qui a été donné donc par les Espagnols. Alors, les Espagnols, c'est un peu compliqué parce que ce qu'on retient souvent, c'est Francis Drake, alors qu'en fait, tout ce territoire, on estime que était plus ou moins peuplé par un ensemble d'indigènes, de tribus, qu'on appelle des natives évidemment, le sud étant beaucoup plus sous influence de natifs précolombiens. On estime à peu près que la population oscillait au fil de l'histoire entre 100 000 et 300 000 individus dans l'ensemble de ces territoires. On a certains natifs, certaines tribus natives qui, par exemple, s'appelaient les Chumas ou les Pono ou les Saliman, et on a recensé à peu près 70 groupes de tribus distinctes dans cette zone avant que, en 1542, débarque Juan Rodríguez Cabello, qui est un Portugais, mais qui agissait pour le compte de la couronne d'Espagne, mais qui sera suivi, et là c'est on va dire le départ, on va dire, des premières colonisations occidentales dans cette zone, qui est en 1579, donc l'arrivée de Francis Drake.
À savoir que entre 1542 et 1579, donc l'arrivée de Francis Drake, il y a des Asiatiques qui ont commencé déjà à s'installer, c'était des Philippins d'origine, à partir de 1565. Ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que les premières cartographies qui ont été faites sur cette territoire considéraient le territoire comme étant une île. Ce qui est assez étrange, et sachant que donc la première cartographie officielle date de 1602, mais jusqu'au début du XVIIIe siècle, avant que les premiers explorateurs qui venaient de l'Est finissent par dire non, tout compte fait, c'est pas une île, c'est tout simplement une côte océanique. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, donc les cartographes considérait que c'était une île. Donc vous voyez, jusqu'au début du XVIIIe, on avait encore peu de précision géographique. Et donc c'est finalement une expédition, ce qu'on appelle l'expédition Portora, 1769 à 1770, qui est une expédition de missionnaires espagnols qui était dirigée par Junipero Serra, qui était une mission espagnole, et donc qui a commencé véritablement à implanter la première conquête espagnole de cette région, en implantant d'abord un presidio. Le presidio, c'est l'équivalent d'une sorte de capitale, c'est-à-dire de centre économique névralgique de la région, qui va commencer par s'appeler San Francisco. Donc San Francisco, officiellement, est le premier lieu dit de créer, et ensuite viendront d'autres créations de petites villes, ce qu'on a appelé les pueblos en espagnol, qui ont été San Diego, Los Angeles et San José. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a aussi d'autres expéditions, d'autres explorateurs qui ont aussi débarqué en Californie. Ce sont les Russes. Les Russes ont débarqué en 1812 et ont créé Fort Rox. Alors Fort Rox qui se trouvait finalement à San Francisco. Donc San Francisco, c'est, alors je rappelle, Los Angeles est en bas, San Francisco est au milieu, et la frontière de la Californie avec l'Oregon, donc les Russes ont quand même réussi à implanter un fort en Californie. Bon, évidemment, ils étaient à quelques encablures de la zone frontalière espagnole. Finalement, ils ont fini par partir et laisser le territoire à la conquête, aux conquêtes suivantes. La Californie va suivre finalement l'histoire du Mexique, puisque la Californie étant annexée au Mexique, c'est le Mexique qui fait sa guerre d'indépendance en 1824, et 1821, pardon. Et donc en 1821, la Californie avec les autres États du Mexique deviennent indépendants. Et c'est donc la Californie va se développer donc sous influence mexicaine, à l'origine culture espagnole, mais avec l'influence du Mexique. Et les choses vont commencer un petit peu à se désagréger, on va dire, pour le Mexique, quand, pour des intérêts économiques, évidemment, pour de l'échange commercial, pour du développement, pour de l'exploitation, eh bien, ce sont des Américains qui vont s'implanter avec l'autorisation, évidemment, du gouvernement mexicain, qui vont s'implanter, qui vont créer des petites colonies comme ça, à droite à gauche. Et le problème, c'est que ça va prendre un petit peu d'ampleur jusqu'en 1846, où là, on va avoir à Sonoma la révolte du drapeau ours. Drapeau ours. La révolte du drapeau ours, c'est tout simplement ce qui va donner le départ en réalité de ce basculement de la Californie vers les États-Unis. Alors, c'est une révolte de colons américains qui donne donc une raison, on va dire, de soutien du gouvernement américain et donc de l'État des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique vont donc soutenir cette révolte de leurs compatriotes américains sur ce territoire. Et finalement, va y avoir une proclamation d'une république le 13 janvier 1847, et qui va mener à la victoire des Américains sur les Mexicains. Et
donc les Californios, ce qu'on les appelait les Californios, vont finir par assurer le contrôle avec l'aide des Américains. Et ça va être donc la fin de la guerre avec les Mexicains, avec le traité de Guadalupe Hidalgo le 2 février 1848. Et à partir de là, vous allez avoir tout un processus évidemment administratif. Je rappelle, la Californie donc s'est autoproclamée, les Américains donc, de Californie ont autoproclamé une république. Et finalement, cette république, elle va durer très peu de temps puisque par défaut, en gage du soutien des États-Unis pour cette révolte américaine, eh bien, à terme, c'est l'annexion. C'est l'annexion des États, de la Californie par les États-Unis. Et donc il va y avoir une subdivision, parce que la Californie à l'origine, c'est pas la Californie qu'on connaît. La Californie, c'est véritablement un territoire qui est énorme, qui est presque limite arrivant jusqu'au Middle West, hein, de l'ouest vers l'est, c'était ça à peu près la Californie, c'était vraiment gigantesque. Donc évidemment le problème c'est que pour gérer tout ça, c'est pour un État c'est un peu compliqué. Donc suite à l'annexion des États-Unis de la Californie, eh bien les États-Unis vont décider tout simplement de séparer le territoire de Californie en plusieurs autres États, c'est-à-dire que là va naître d'autres États, et de cette subdivision, il va y avoir donc la Haute-Californie et la Basse-Californie. Alors, je rappelle, la Haute-Californie et Basse-Californie existent toujours. La Haute-Californie, c'est la Californie américaine, et la Basse-Californie, c'est la Californie mexicaine. Et oui, si vous descendez dans le sud, au-delà de la frontière mexicaine, vous êtes toujours en Californie, sauf que c'est la Californie mexicaine. Et vont être créés, eh bien, l'Arizona, le Nevada, le Colorado et l'Utah. Et oui, tous ces États étaient à l'origine la Californie. Et c'est en 1848 que l'annexion donc de la Californie aux États-Unis va aussi engendrer eh bien, ce qu'on va appeler plus communément la ruée vers l'or. Et cette ruée vers l'or va être le point de départ d'un phénomène de migration vers la Californie qui va s'étendre entre 1848 et 1870. Même la guerre de sécession peut avoir, et voire même peut-être inciter des désertions et des exodes de la part de certains Américains qui veulent échapper à cette guerre de sécession, à cette guerre civile, et vont finalement aller vers ce fameux État avec plein de promesses, etc. Ce qui fait que, à titre d'exemple, entre 1848 et 1870, rien que San Francisco, qui avait pourtant une population de 500 habitants, c'était pas énorme, est passé à 150 000 habitants. Donc c'est pour vous dire que là, on peut considérer qu'à partir du moment où en 1848, l'annexion de la Californie se fait, et en même temps, évidemment, des aventuriers vont découvrir les fameuses mines qui vont provoquer cette fameuse ruée vers l'or. Entre-temps, administrativement, il faut savoir qu'en 1840, la Convention constitutionnelle est donc élaborée. Ça va mettre beaucoup d'années de construire véritablement la constitution de la Californie, et c'est entre 1850 et 1851 que le gouvernement va finalement se déplacer dans pas mal de villes, parce qu'on n'a pas encore vraiment décidé quelle va être la capitale à cette époque de la Californie. Et puis c'est finalement en 1854 que après que les statuts, que le Congrès américain valide le statut et les conventions et la constitution même de la République de Californie, finalement va s'installer à Sacramento. Et l'acceptation donc par le Congrès américain du statut de l'État de Californie sera le 9 septembre 1850. Ce n'est qu'en 1869 parce que, comme je l'ai dit, c'est à partir de 1848 qu'il va y avoir des mouvements migratoires très importants vers la Californie, mais au final, c'était quand même compliqué parce que c'était évidemment ces fameuses colonnes avec les diligences, avec les chariots, etc., qui allaient vers l'ouest, avec évidemment tous les inconvénients que cela suscitait à traverser le pays, surtout avec les confrontations qu'il y avait déjà avec un certain nombre de tribus de natifs, ce qu'on appelle les Amérindiens ou Indiens,
plus communément appelé de la sorte à tort, hein, puisque merci Christophe Colomb. Et donc pour rejoindre cette fameuse Californie, eh bien ce ne sera qu'en 1869 que enfin la Californie va pouvoir être accessible par tout le monde grâce à la première ligne transcontinentale, cette fameuse ligne de train qui va considérablement améliorer la circulation des personnes et des marchandises vers les États, entre les États de l'Est et la Californie et l'État de l'Ouest, et évidemment va considérablement contribuer à des mouvements de population très importants. Pourquoi est-ce que finalement, en dehors évidemment de cette ruée vers l'or, pourquoi la Californie? Tout simplement parce que la Californie va très vite s'affirmer comme étant un État qui a une géologie et surtout un climat, alors qu'on considère climat méditerranéen, c'est-à-dire un climat chaud et relativement sec, voire légèrement tempéré en hiver, avec des températures très très douces. Donc évidemment, ça va attirer pas mal de monde. Ça va attirer des acteurs économiques, ça va attirer énormément de populations, et y compris beaucoup d'immigration, surtout des pays asiatiques. Je vous donnerai un petit peu les chiffres par rapport à ça d'ici quelques instants. Ça a amené, alors pour une autre raison aussi, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, les studios de cinéma étaient à l'Est, sauf que le problème c'est qu'à l'Est, vous aviez des mouvements mafieux qui avaient plus ou moins la main mise sur cette industrie qui commençait à devenir lucrative à partir des années 20, 1910, 1920. Donc le problème, c'est que un certain nombre de studios, un certain nombre de professionnels se sont dit, en plus de ça, vu que les États de l'Est, soit le Sud c'est trop chaud, soit l'Est c'est trop froid l'hiver, donc c'est difficile, mais finalement la Californie c'est l'idéal. Donc c'est pour ça qu'à partir de 1920, on va avoir une véritable migration de professionnels du cinéma qui vont aller vers la Californie, et plus particulièrement aux alentours de Los Angeles. La Californie, donc, intérêt climatique, intérêt économique, tout va véritablement se développer, tout va véritablement s'accélérer entre évidemment la fin, comme je vous l'ai dit, 1869, à partir du moment où le train va se développer, puisqu'il va y avoir d'autres lignes qui vont accéder jusqu'en Californie. Et vous allez aussi avoir, donc à partir du début des années 1920 jusqu'en 1930, la route, les autoroutes, la fameuse route 66, etc., qui vont permettre aussi aux Américains d'aller en voiture, puisque la voiture va aussi se démocratiser à partir des années 30 jusque dans les années 40. Inconvénient, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même deux gros risques, plus ou moins un gros risque quand même en Californie, c'est les tremblements de terre. La fameuse faille de San Andreas qui a provoqué en 1906 un premier tremblement de terre quand même catastrophique pour la ville de San Francisco, puisque je rappelle que la ville de San Francisco a été pratiquement rasée par un incendie gigantesque à cette époque. Et puis, il y a un autre drame qui a eu lieu également, justement, par ce développement de l'État de Californie, c'est en 1928, il y a eu l'accident du barrage de San Francisco qui a été également très dramatique. Les barrages, je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc évidemment, mais essentiellement la Californie, le plus gros risque de la Californie, c'est évidemment les tremblements de terre. On en a eu quelques-uns, et le fameux Big One. Ce fameux Big One, c'est tout simplement que la grande partie de la Californie côtière se trouve en fait sur la plaque pacifique, alors que l'autre moitié, c'est la partie est de la Californie, se trouve sur la plaque continentale. Et donc, il va y avoir un moment où les deux plaques, avec les pressions que ça subit, de temps en temps, il y en a une qui va passer sur l'autre. Et évidemment, ça va provoquer une résonance. Cette résonance qu'on appelle un tremblement de terre a été déjà plus ou moins assez important, mais le fameux Big One reste évidemment quelque chose d'assez redouté, on va dire, dans cette région. On le sait que ça va provoquer de toute façon, voire des millions de morts, le jour où ça va arriver. Mais
voilà, ça fait partie de la culture un peu américaine, un peu fataliste, parce qu'il y a aussi cette capacité à un moment donné de se dire, de toute façon, on se redressera. San Francisco a été le très bel exemple de cette capacité de se redresser, de reconstruire et de repartir de l'avant. Pour vous donner donc un petit ordre d'idée, à partir de 1850, on estimait que la Californie possédait à peu près 92 597 habitants. En 1900, donc 50 ans plus tard, on est arrivé à 1 400 000. Donc vous imaginez, en 50 ans, de 92 000 habitants à 1,4 million, ce qui est énorme. C'est une progression énorme. Et ce n'est pas fini, puisqu'on estimera qu'en 1965, cette évolution de la population américaine fera de l'État de Californie l'État le plus peuplé des États-Unis. En 2019, on estime que la population californienne est de 39,5 millions d'habitants. C'est donc l'État le plus peuplé des États-Unis d'Amérique, d'où la raison pour laquelle vous comprendrez bien qu'électoralement, c'est un État qui possède le plus gros nombre de grands électeurs et que forcément, politiquement, il faut posséder la Californie. La Californie, de toute façon, depuis très très longtemps, elle a été quelquefois républicaine, mais depuis maintenant plusieurs décennies, elle est restée profondément ancrée chez les démocrates. Donc c'est la Californie, on peut dire que c'est vraiment la base, le pilier même de l'électorat démocrate. Sans la Californie, on peut dire que les démocrates n'existeraient plus. C'est parce que c'est leur foyer essentiel à toute élection. On considère également que le revenu moyen californien est le 9e plus élevé aux États-Unis, puisqu'il est de 71 000 $ annuels. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? En matière de proportion, il faut savoir par exemple en 1940, on estimait qu'il y avait à peu près 6% de la population californienne qui était hispanique, 2,4% asiatique et le reste, donc 89,9% était d'origine blanche. Aujourd'hui, on considère que on est plutôt sur 72% de blancs, mais tout inclus, c'est-à-dire 36% de non-hispaniques. Hein, donc c'est-à-dire qu'on est passé quand même de 89% blancs à 36% non hispaniques. C'est-à-dire qu'il y a 36% sur les 72% qui sont considérés comme blancs. On a 15% d'origine asiatique, 6% d'origine afro et 1,6% de natifs, c'est-à-dire des natifs, des Amérindiens si vous préférez. À savoir que majoritairement c'est l'anglais qui est parlé, mais la Californie n'est pas encore l'État où l'espagnol est le plus parlé, puisque l'espagnol représente 28% de la population contre 58% pour l'anglais, le reste étant évidemment des langues pratiquées par des gens qui ont migré en Californie, qui préservent leur langage, mais bon, en grande majeure partie, il y en a beaucoup qui parlent anglais. La ville la plus peuplée étant évidemment Los Angeles. Alors attention, il faut toujours faire attention parce que Los Angeles, en tant que comté, c'est 3,9 millions habitants. Par contre, si vous prenez vraiment les autres comtés limitrophes, vraiment la grande agglomération de Los Angeles, là par contre on est sur du 13 à 18 millions d'habitants. Véritablement, donc c'est une véritable mégalopole, et je peux vous donner une expérience personnelle, c'est que pour aller d'un endroit à un autre, il faut bien pratiquement 1 heure et demie de voiture pour aller par exemple. Je vous donne simplement par exemple du centre-ville de Los Angeles pour aller par exemple dans le sud, vraiment au sud de Long Beach, par exemple, faut 1 heure. Voilà, donc vous avez 1 heure de trajet. Donc là, on est véritablement sur des proportions très américaines. Maintenant, en ce qui concerne la population californienne, en matière religieuse, parce que c'est vrai qu'on dit que la Californie est un État progressiste, mais il n'en est pas moins aisé qu'il l'est à
évidemment des Américains qui sont religieux. Alors on estime qu'il y en a 32% qui sont protestants, 28% catholiques, sachant que catholiques c'est majoritairement des hispaniques. On estime qu'il y a 27% d'athées, et après vous avez 2% alors de juifs, 2% de bouddhistes, 2% d'indiens et 1% d'islam, et puis bon, évidemment le reste de religions relativement marginales dans la population. Mais globalement, on est sur du 60% chrétien en Californie, grande majorité, souvent une population relativement hispanique. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2018. Donc vous voyez, comme quoi on peut dire que la Californie est un État progressiste, mais il n'en est pas moins qu'il faut prendre en considération aussi le religieux dans cet État. Raison pour laquelle d'ailleurs les politiciens font très attention de toujours bien porter l'accent sur certaines argumentations ou certaines idéologies pour caresser dans le sens du poil le religieux. La Californie aujourd'hui, on estime qu'en 2019, c'est 3,2 milliards de dollars de PIB. Là encore, population premier en matière de PIB. C'est-à-dire que la Californie aujourd'hui engendre un PIB qui est supérieur au PIB, ne serait-ce même de l'Afrique, c'est-à-dire de l'ensemble des pays africains, voire même de l'Australie. Donc vous voyez, c'est pour cette raison, là j'insiste bien sur cet état, sur ce détail très important, c'est quand on dit que si jamais la Californie décide de faire sécession et de déclarer son indépendance, vous imaginez que c'est l'État le plus riche, entre guillemets, en PIB, attention, hein, là je parle en PIB, donc c'est le PIB le plus élevé de tous les États des États-Unis d'Amérique, plus élevé encore que New York, pour vous dire, hein, donc c'est pas négligeable. On estime qu'il y a par contre le problème de la migration qu'il y a aujourd'hui, de cette évolution de la migration et de cette population qu'il y a aujourd'hui en Californie, malheureusement, les délocalisations, la désindustrialisation a fait que malheureusement il y a moins en moins de plein emploi comme il y en a eu dans les années 20, 30 et 40 en Californie. Et aujourd'hui, évidemment, vous avez encore des gens qui se déplacent en Californie, mais voilà, avec sans réel succès, et plus particulièrement aussi les immigrés hispaniques, plus particulièrement mexicains, qui essaient de se rapprocher évidemment de cette énorme zone urbaine où on a toujours l'espoir de trouver du travail. On estime qu'il y a 16,3% de chômage dans la population. Il faut savoir qu'au niveau des taxes, alors les taxes, elles sont variables suivant des tranches. La tranche la plus élevée, c'est-à-dire que là, pour des gens qui ont des revenus qui dépassent le 1 million de dollars, le taux de taxation est de 13%, ce qui est encore relativement faible. En règle générale, on estime à peu près que tous les foyers qui ont moins de 10 000 dollars de revenus par an ne payent pas de taxes, quasiment pas, puisqu'ils sont en dessous des tranches. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvreté finalement en Californie, mais derrière il y a très peu de taxation. Et ça rejoint le problème de la fiscalité, c'est-à-dire que si vous avez à un moment donné une proportion de population plus élevée qui ne paye pas de taxes, qui ne paye pas d'impôts, il y a un moment, il y a un déséquilibre. Hein, et ça, malheureusement, la Californie commence à le ressentir. Donc, comme je l'ai dit, la Californie, foyer essentiel des démocrates, 44% des Californiens sont considérés être des démocrates convaincus. À l'inverse, 25% sont convaincus d'être républicains. Et donc, pour terminer cette vidéo sur la Californie aujourd'hui, alors évidemment, c'est un État qui fait rêver, c'est un État qui continue à faire rêver, parce que c'est un État qui contribue au rêve américain. Moi-même, qui ai été en Californie, je peux en effet assurer que culturellement, les gens sont beaucoup plus soft, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus agréables, on va dire, à vivre, même si, à l'inverse, et là on retrouve toujours un petit peu les excès américains dans la culture, c'est un état d'apparat, c'est-à-dire que c'est les apparences priment, et de ce culte des apparences en Californie, il est évidemment une multitude de marchés, dont les marchés
très discutable et manquant souvent d'éthique par rapport à ce que nous, en tant que Français, on peut percevoir dans ce domaine-là, c'est évidemment tout ce qui concerne la chirurgie esthétique, c'est tout ce qui concerne les apparences, et surtout tout ce qui concerne les business pour satisfaire les envies, les plaisirs, voire les vices des Californiens. D'où aujourd'hui en Californie des régulations qui ont été autorisées, comme par exemple l'eugénisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, vous avez des laboratoires privés qui permettent à des gens, eh bien, tout simplement de faire de la fécondation in vitro et de choisir la couleur de peau, de choisir les cheveux, de choisir la couleur des yeux, etc. Donc là, on est en plein eugénisme. Et malheureusement, aux États-Unis, en Californie, c'est un des États qui l'autorise. C'est pour ça que beaucoup d'Américains plutôt conservateurs, ultra-conservateurs, regardent d'un très mauvais œil la Californie parce qu'ils considèrent que la Californie est le foyer du vice et le foyer du déclin finalement des États-Unis, parce que pour l'intérêt du business, eh ben, on a dérégulé beaucoup de choses. Alors attention, je ne dis pas que c'est le vice absolu en Californie. Ça fait partie d'un certain nombre de business. À l'inverse, il existe des réglementations aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, qui sont beaucoup plus restrictives que ce que l'on peut connaître en France. Par exemple, j'y viendrai sur un certain nombre de problèmes. Donc cette surpopulation, cette surpopulation aujourd'hui en Californie est confrontée aussi à un autre problème, c'est la réalité économique actuelle, qui fait qu'aujourd'hui, si des grandes villes telles que Los Angeles, San Francisco ont attiré énormément de gens, malheureusement l'offre et la demande ont fait qu'on est arrivé à des prix, plus particulièrement dans l'immobilier, qui deviennent vraiment énormes, qui deviennent presque gigantesques, à tel point que, par exemple, en San Francisco, au nord de San Francisco, vous avez, pas très loin de San Francisco, vous avez la fameuse Silicon Valley. Et cette Silicon Valley, eh bien, elle a besoin d'employés, elle a besoin de salariés. Vous avez, par exemple, Google, qui a son siège pas très loin de cet endroit, et qui a été confronté, il y a maintenant depuis quelques années, à un problème, c'est qu'il n'arrivait plus à recruter des gens pour des métiers de service. Vous savez, pour l'entretien, la maintenance, pour le commercial, etc. C'est-à-dire des métiers qui ne sont pas des métiers au niveau de cadre ou voire agent de maîtrise, plutôt des emplois de salariés, des emplois d'employés, etc. Ils n'arrivaient plus à trouver de gens, tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Ils n'arrivent pas à se loger proche de leur lieu de travail, sans se retrouver à devoir habiter à 1h30, 2h, alors avec les transports en commun qui sont très peu développés aux États-Unis, donc vous êtes obligé de prendre votre voiture, et comme tout le monde prend sa voiture, donc évidemment le réseau routier est complètement saturé. Certainement vous avez pu voir, déjà le cas à Los Angeles, de ces fameuses vidéos où on voit sur cette autoroute qui traverse d'est en ouest la baie de San Francisco, la baie de Los Angeles par exemple, où c'est des milliers de voitures qui se suivent, etc. Donc évidemment ça a une conséquence sur la pollution. Donc déjà ça c'est le premier problème, à tel point que donc Google a été obligé de revenir à ce qu'on faisait au 19e siècle, c'est-à-dire par exemple les entreprises minières qu'on avait dans le nord de la France, tout simplement de construire des maisons, c'est-à-dire des résidences pour leurs employés, pour leurs salariés, proches du siège. Mais malheureusement c'est une solution qui nécessite un investissement énorme que seule une grosse entreprise comme Google peut éventuellement se permettre. Ce qui n'est pas le cas de 88% des autres entreprises qui, elles, ne vont pas dépenser de l'argent pour construire des maisons pour leurs salariés. Donc là, on se retrouve dans une situation où là, on commence à voir justement le problème logistique qui fait que des entreprises commencent à se dire, mais finalement, quel est l'intérêt de rester dans ces grandes métropoles alors que d'autres villes sont en train de nous faire les yeux doux pour nous offrir la possibilité de développer, de construire des sièges sociaux dans de meilleures conditions et surtout avec des fiscalités beaucoup plus intéressantes. Là, c'est la grosse compétition en ce moment aux États-Unis, plus particulièrement le Texas qui aujourd'hui est en train de séduire un grand nombre d'entreprises pour que ces entreprises viennent dans la plupart des villes du Texas. Donc, ce problème-là de la Californie accumulé à d'autres problèmes. Parce que le problème de la surpopulation, si on peut considérer que la Californie est peut-être en situation de surpopulation, alors c'est l'urbanisme.
Alors évidemment, il y a eu des vagues d'urbanisme énormes au point qu'on en a évidemment négligé l'environnement, on en a négligé les lois naturelles de l'environnement. Hein, vous avez vu ces étendues énormes de lotissements, les maisons les unes à côté des autres, etc. Le moindre mètre carré est tellement cher qu'aujourd'hui, quand vous achetez une maison en Californie, si vous arrivez à avoir un jardin qui fait 5 mètres carrés, vous avez de la chance parce que les maisons sont tellement les unes sur les autres que ça en devient presque pas vivable. Ce qui pose aussi un problème, et d'ailleurs c'est pour ça que le problème du tremblement de terre est un énorme souci, parce que finalement on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé à San Francisco en 1906, c'est que si jamais vous avez un incendie qui se déclare dans une maison, la proximité qu'il y a, eh bien, il ne suffit pas d'une flamèche, il ne suffit pas d'une flamme pour lécher la maison d'à côté. Rien que le phénomène de conduction, c'est-à-dire le phénomène de la chaleur intense, va provoquer une réaction des matériaux sur la maison d'à côté, et vous avez comme ça des incendies qui se développent et qui s'étendent très rapidement. Actuellement, les feux d'incendie qu'il y a dans certaines forêts en Californie, quand elles atteignent des zones de lotissement, et bien, si les zones de lotissement étaient des zones qui ont été construites pour des populations de type classe moyenne, et bien c'est des maisons les unes à côté des autres, et là, vous avez tout le quartier qui brûle. De toute façon, vous avez aujourd'hui une politique, on va dire, de gestion de crise vis-à-vis des incendies, c'est qu'arrivé à un certain niveau, dès qu'un quartier résidentiel est attaqué, si ces quartiers résidentiels font que les maisons sont trop les unes à côté des autres, on évacue tout le monde, tant pis, on laisse cramer le lotissement, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Ça pose aussi des problèmes au niveau des assurances, parce que là, ça fait depuis quand même quelques années qu'il y a un grand nombre d'incendies qui se déclarent. Il arrive un moment où, quand vous allez voir un assureur et que vous dites bah, je vais habiter une maison qui se trouve dans tel quartier à San José, et l'assureur vous dit ah oui, mais vous savez, c'est quand même risqué ces endroits-là à cause des incendies, donc vous avez un bonus, vous avez un malus en plus dans votre assurance. Enfin, vous voyez, donc il arrive un moment où tout s'accumule, la vie devient trop chère dans cet endroit, et donc les gens commencent à s'en aller. Vous avez donc ce problème de l'urbanisme, vous avez le problème de l'eau. Parce que si, dans les années 20-30, les responsables politiques ont construit des barrages, par exemple, en dehors de l'énergie nucléaire, la Californie s'était dotée énormément de barrages dans les années 20, 30 et 40, avant qu'on accède évidemment à la technologie nucléaire. Technologie nucléaire aujourd'hui qui est en Californie, étant donné que la Californie est un État progressiste et qui lorgne énormément sur des politiques écologistes, bah, évidemment, le développement du nucléaire, ça devient compliqué. Donc, on essaie de compenser avec l'hydraulique. Sauf que le problème, c'est que l'hydraulique, aujourd'hui, eh ben, les barrages ont fait leur temps. C'est-à-dire que là, on est en train de démanteler un certain nombre de barrages. Et donc, il va y avoir un moment où il va y avoir un problème. C'est-à-dire que pour satisfaire en énergie, on estime, pour vous donner le fond du problème, c'est que jusqu'en 2024, on estime qu'il va y avoir une croissance de demande énergétique de 15% par an, jusqu'en 2024. Quitte à ce que ça augmente. Or, d'un côté, vous savez que l'énergie hydraulique, elle va moins être productive parce qu'on va être obligé de démanteler du matériel qui est devenu trop vieux. Donc, c'est pour ça qu'on on entend beaucoup de politiques en Californie sur l'éolien, etc. Qu'il y a des projets qui essayent de pouvoir faire revenir de l'eau. Vous avez un projet qui a été mis en place il y a depuis maintenant de nombreuses années, qui est un canal souterrain pour acheminer de l'eau vers la région de Los Angeles, etc., qui a coûté des milliards de dollars, mais qui au final, une fois que le système va être opérationnel, ben, il va être opérationnel, mais par rapport à des chiffres qui avaient été faits il y a 20 ans ou 30 ans. Et aujourd'hui, les chiffres sont plus valides. Vous voyez, ça va être un problème. Donc, le problème énergétique qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a de plus en plus de pannes. Des pannes d'électricité. C'est-à-dire que vous avez des réseaux entiers qui sont tellement surchargés, tellement saturés, que dans un État qui est quand même l'État le plus riche en PIB, se retrouver à devoir avoir des coupures électriques comme si vous étiez à Bangkok, en Thaïlande. Vous voyez le truc. En plus de ça, vu que c'est un État quand même avec une politique ultralibérale, beaucoup d'entreprises sont privées,
Et on a eu l'exemple il y a maintenant 2-3 ans de cette entreprise qui a été finalement condamnée parce qu'elle ne faisait pas la maintenance de ses transformateurs. Et un des transformateurs, plusieurs transformateurs, sont responsables d'un des grands incendies qui a quasiment détruit des zones résidentielles il y a, je crois, il y a 2-3 ans. Défaut de maintenance, pour le profit. Puis comme c'est ces compagnies privées qui essaient de trouver des solutions d'investissement pour développer et de satisfaire le besoin, etc. Mais de l'autre, ils ont aussi des impératifs de rentabilité, de productivité, etc. Parce que derrière, il faut verser les dividendes aux actionnaires, etc. Donc aujourd'hui, toutes ces compagnies privées d'électricité en Californie se retrouvent en short, se retrouvent un petit peu en slip. C'est-à-dire qu'elles essaient de donner l'illusion qu'elles peuvent s'en sortir, mais en réalité, elles ne peuvent pas s'en sortir parce qu'elles doivent de la productivité, elles doivent de la rentabilité, elles doivent du gain d'un côté, et puis de l'autre, elles sont obligées quand même d'augmenter les prix, etc. Donc ça rajoute encore au coût de la vie pour les Californiens. Voilà, c'est à terme, si vous voulez, si d'un côté, si vous commencez à avoir une désertification de la Californie, si vous commencez à avoir des gens qui commencent à partir, ça veut dire qu'il y a certains endroits, il y a certaines régions, il y a certains comtés qui risquent d'avoir à un moment donné des problèmes de rentrée fiscale, c'est-à-dire qu'ils risquent d'avoir des pertes de 2 ou 3% de rentrée fiscale sur l'année. Donc évidemment, ça va complètement déséquilibrer la balance. La pollution, oui, la pollution c'est un gros problème en Californie, même s'il y a eu beaucoup d'efforts faits par un certain nombre d'administrations démocrates au niveau local de certains comtés. C'est vrai qu'aujourd'hui en Californie, à Los Angeles par exemple, vous avez un développement des bennes pour permettre un recyclage au maximum des produits, mais derrière ça accompagne aussi une campagne de répression, c'est-à-dire que c'est entre 500, 1500 voire 2500 dollars d'amende si vous n'avez pas mis le bon produit dans la bonne benne. Attention, ou si vous avez été chopé par une caméra vidéo en train de balancer un canapé sur le bord de la route, parce que ça coûte très cher. Là-dessus, ils sont intraitables. Sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 75% des produits qui sont recyclés. Mais le problème, c'est que chaque année, pour les 75% de produits recyclés, on en arrive à un tiers, voire un quart à un tiers de déchets en plus. Parce que la société de consommation, elle a évolué, et elle a évolué pas forcément dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, elle incite à développer toujours plus de produits polluants, toujours plus de... Alors c'est les produits d'emballage, c'est les produits plastiques, etc., qui font que, aujourd'hui, on est en face de cette situation. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez une pollution telle qu'aujourd'hui, les plages, vous savez, ces fameuses plages, Malibu, Venice, etc., vous avez quand même des avertissements. C'est-à-dire que si vous baignez, vous prenez le risque de choper soit des irritations aux oreilles, soit des irritations de peau, voire des problèmes respiratoires. Parce que, évidemment, malheureusement, la flotte, le Pacifique des côtes californiennes, plus particulièrement à Los Angeles, sont pollués par des produits chimiques, par des rejets chimiques de certaines industries qui existent dans l'agglomération de Los Angeles, et même San Francisco, qui pourtant peut paraître une ville plus écolo que Los Angeles. Non, même San Francisco, il y a quand même des avertissements par rapport à ça. Pour vous donner un ordre d'idée, on estimait en 1980 que par exemple, pour la pollution de l'air aussi, pollution de l'air par les voitures, mais et surtout par le trafic maritime. Parce qu'en effet, on considère qu'en 1980, c'est 630 000 conteneurs. Aujourd'hui, en 2013, 7,9 millions de conteneurs qui transitent sur le port, qui est un des plus importants aujourd'hui de Californie et des États-Unis. Donc ça aussi, c'est polluant, ça pollue l'air. Et conséquence, c'est que en 20 ans, en 30 ans, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de maladies respiratoires, de certaines maladies qui sont liées justement à cette pollution de particules dans l'air. Donc évidemment, ça fait les choux gras évidemment des compagnies d'assurance, parce que vous avez des gens malades. Il vaut mieux avoir des gens malades que des gens en bonne santé. Sauf qu'il arrive un moment où vous avez trop de gens malades, et que financièrement derrière, ça coûte trop d'argent. Donc en plus, sans parler des gens qui n'ont peut-être plus les moyens de se payer une assurance santé, etc., vu les flux migratoires qui viennent du Mexique, les Mexicains qui sont pauvres et n'ont pas les moyens de se payer une assurance santé, etc., mais qui vont quand même dans des hôpitaux publics, et vous voyez, il y a tout un cheminement, c'est un peu la théorie des dominos,
et ce qui fait que ça entache énormément finalement on va dire l'image idéale, l'image paradisiaque de la Californie. Et puis, donc je parlais des déchets. Donc les déchets, il faut savoir que on estime que en 2012, c'est 29,3 tonnes de déchets à traiter. Comme je vous l'ai dit, à peu près 75% qui vont dans des cycles de recyclage. Mais quand on dit 75% qui vont dans des cycles de recyclage, ça veut dire que c'est en fait confié à des entreprises privées. Le problème, c'est qu'on n'a pas la garantie que les entreprises privées respectent scrupuleusement ce pourquoi ils ont signé un accord avec les autorités pour traiter les déchets. Et puis, surtout à Los Angeles, il y a un autre problème qui est quand même non des moindres, c'est que vous avez l'embouchure de la Tijuana River. La Tijuana River, elle vient du Mexique. Donc vous imaginez que les Mexicains, eux, ils balancent toute leur merde dans la rivière, et c'est finalement la Californie, plus particulièrement la baie ou l'endroit de Los Angeles, qui se récolte toute la pollution finalement de cette rivière. Donc vous voyez, alors en effet, en tant qu'individu, si vous allez en Californie, aller à Los Angeles, c'est génial en tant que touriste. Aller à San Francisco, c'est super en tant que touriste. Mais y vivre, très sincèrement aujourd'hui, je vous avouerai que même si je gagne au loto, aller vivre là-bas, ça ne me tente pas vraiment. Même si, comme je vous le dis, le climat est un climat relativement similaire à un climat méditerranéen. Mais aujourd'hui, quand on y voit ce qui se passe, tous les problèmes environnementaux, les incendies, le risque de tremblement de terre, et puis aujourd'hui vient s'incrémenter les problèmes politiques, puisque là, aujourd'hui, force est de constater que même si pour l'instant Los Angeles, ils ont pris un petit peu l'autorité, ils ont pris un petit peu les choses, mais dans les États, l'Oregon, le Washington, etc., c'est vraiment les grandes villes, c'est le bordel. Donc il y a une peur de la part des autorités californiennes de voir ce désordre venir s'installer, s'exporter en Californie. Donc c'est pour ça que voilà, je vous ai donné un petit peu un ensemble d'informations concernant la Californie, qui maintenant va vous permettre un petit peu de mieux comprendre de ce dont je parle parfois sur la Californie, et j'espère que vous pouvez consulter, affiner vos savoirs là-dessus. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.